Si tu es TDAH ou alors que tu as vraiment plein de symptômes qui sont en rapport avec ce trouble et que tu te sens démotivé avec des baisses d'énergie, de la procrastination, etc., eh bien, laisse-moi t'expliquer quels sont les facteurs qui amènent cela et des solutions potentielles. Et oui, tout le monde le sait, un TDAH, on peut souvent entendre dire qu'ils procrastinent, qu'ils ne sont pas là pour pouvoir travailler, qu'ils ne font rien ou qui sont démoralisés après 5 minutes passées à faire une simple tâche. Eh bien, c'est lié à quelque chose de très important qui est le facteur de motivation. Donc, la motivation, c'est au sein d'un organisme vivant, la composante ou le processus qui est en jeu pour l'engagement d'une activité précise. Donc, par exemple, vous devez aller faire les courses ou le ménage chez vous, vous devez remplir vos factures. Et ça va être la motivation qui va être activée pour pouvoir faire ces tâches. Pour une personne qui n'a pas un TDAH, ben, c'est entre guillemets tout à fait normal, même si ça arrive à tout le monde d'avoir des baisses d'énergie. Mais la personne qui a un TDAH va avoir beaucoup plus de difficultés à amener cette motivation à s'activer. La motivation est extrêmement importante car elle va déterminer le déclenchement de cette action, la direction et l'intensité de celle-ci et va justement pousser cette action à la prolonger jusqu'à l'aboutissement de l'action en question ou son interruption. Donc en gros, pour résumer, il y a un problème de génération de la motivation, ce qui va entraîner plusieurs problèmes potentiels, donc des conséquences pour une personne ayant un TDAH. En gros, nous avons un problème neurologique, donc c'est le circuit de récompense qui va être biaisé. Et ça, je reviens plus tard dans la vidéo. Un professeur que je trouve intéressant, c'est le professeur Barclay. Et d'ailleurs, je vous mets le lien en description pour aller vous renseigner un petit peu plus sur lui, ses études, etc., qui sont très intéressantes. Et il va expliquer un petit peu une fenêtre du temps. Donc, il va appeler ça une cécité temporelle. Alors bien évidemment, pour tout le monde, la gestion de son temps, eh bien, elle peut avoir des baisses comme des hausses, qui est tout à fait normal. Mais il y a un point qui est un petit peu différent et pourtant qui a des conséquences majeures pour une personne ayant un TDAH, c'est qu'il va y avoir une cécité temporelle. Donc la cécité, c'est vraiment, comme on dit généralement, la cécité visuelle, c'est qu'on ne voit plus. Et bien là, la cécité temporelle, c'est que nous n'avons plus de notion du temps. C'est même pas qu'on la mesure, mais qu'on n'y fait pas attention, comme une personne n'ayant pas un TDAH. La personne ayant un TDAH, elle ne va même pas comprendre, elle ne pourra pas mesurer cette donnée de temps, ce qui va poser beaucoup de problèmes pour pas mal de tâches qui sont simples et également des tâches beaucoup plus sérieuses, comme au niveau professionnel ou alors au niveau familial. Donc il faut bien distinguer, comme je viens d'expliquer, la gestion du temps et la cécité temporelle. La gestion du temps va supposer qu'on peut évaluer avec une précision la donnée du temps. Par exemple, 1 heure, c'est 1 heure, 30 minutes pour faire mes factures, eh bien, j'ai besoin de 30 minutes. Est-ce qu'il me faut 2 heures pour pouvoir nettoyer de fond en comble ma maison? Est-ce qu'il me faut 15 minutes pour me rendre d'un point A à un point B, etc., etc. Alors que la cécité temporelle, elle va venir un peu court-circuiter slash perturber la petite horloge interne que l'on a en nous. Donc en gros, elle fonctionne mal de base. On ne va pas pouvoir gérer ce que l'on ne perçoit pas. C'est une donnée qui est floue, qui est évasive, que l'on ne voit pas directement et donc le cerveau va avoir une difficulté plus grande à interpréter cette donnée de temps. Et du coup, ce fameux professeur Barclay, eh bien, il va expliquer que la cécité temporelle va se diviser en 4 dimensions. On va avoir l'estimation du temps qui va consister à juger la durée d'un événement après qu'il se soit produit. Ensuite, deuxième point, c'est la production temporelle qui consiste à créer un intervalle spécifique lorsque l'on nous le demande. Par exemple, arrêter une activité après 10-15 minutes. Ensuite, il y a la reproduction temporelle. Donc ça consiste à reproduire une durée que l'on vient de vivre. Donc, par exemple, je fais un petit travail de 15 minutes, et je vais reproduire exactement la même chose, donc 15 minutes pour aussi ce travail. C'est vraiment un système de reproduction. Et enfin, le quatrième point, c'est l'actualisation temporelle qui va faire référence à la façon dont nous, personnellement, on va évaluer les récompenses futures par rapport aux récompenses immédiates. Donc, exemple tout simple, vous devez travailler 30 minutes pour l'école, pour votre travail, pour même de l'administratif
ou autre, vous dites 30 minutes. Après 30 minutes, j'aurais fait quoi? Et donc, si vous faites un travail pour l'école, eh bien, j'aurais avancé de tel à tel chapitre. Pour le travail, eh bien, j'aurais potentiellement répondu à autant de mails. Pour l'administratif, j'aurais consulté mes emails personnels, slash, j'aurais fait telle et telle facture. Mais est-ce que cette récompense que j'aurais acquise au bout de 30 minutes est aussi intéressante, voire plus, que ce que je pourrais avoir maintenant de manière immédiate? C'est-à-dire, par exemple, aller manger une bonne glace, aller dans la piscine, lire un livre, jouer aux jeux vidéo, écouter de la musique, faire du sport. Enfin bref, vous avez bien compris que c'est vraiment une évaluation entre ce que l'on peut acquérir immédiatement et acquérir dans le futur. Et ça, c'est une composante extrêmement importante selon moi, car je trouve que le TDAH, et d'ailleurs je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo sur les addictions. Le TDAH est beaucoup plus susceptible d'avoir des addictions, d'où son problème du circuit de récompense. C'est un problème neurologique. Il va avoir une envie directe, donc il va être beaucoup plus impulsif. Il va avoir des envies qu'il ne pourra pas retenir, pourra pas contenir. Donc ça rejoint aussi l'impulsivité. Il va faire des choses de manière sans réfléchir forcément, etc., etc. Et ça pose beaucoup de problèmes. Ça peut amener des problèmes d'argent, dépenser de manière irrationnelle, acheter tout et n'importe quoi, manger des aliments qui sont moins bons, donc souvent des fast-food, des produits avec beaucoup de matières grasses, qui sont ultra transformés, et cetera. Ça amène aussi d'autres problèmes qui sont plus addictifs, notamment avec tout ce qui est problème de drogue, et cetera. Donc c'est vraiment un facteur qui est extrêmement important à prendre en compte et pourtant on dit juste que c'est un problème de circuit de récompense. Donc faire bien attention à cela. Moi personnellement, ça fait 26 ans que je vis avec un TDAH, donc depuis la naissance, et j'ai déjà eu beaucoup de problèmes avec ça qu'il m'a fallu des années à régler, à trouver des solutions, et cetera. Et c'est vraiment quelque chose de super important parce qu'en fait, ça touche tous les aspects de la vie. Ça touche votre vie privée, votre vie professionnelle, ça touche aussi un peu la vie extérieure avec vos amis et ça vraiment ça englobe tout et pourtant ce n'est qu'une seule petite donnée. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin, que vous en sortez plus, vous avez vraiment ces problèmes-là, et cetera, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous en description. Je vous ai mis le lien pour que je puisse vous faire un accompagnement qui sera divisé en plusieurs mois avec des exercices, des réunions, des rendez-vous que l'on mettra ensemble pour avoir un accompagnement qui est le plus efficace possible pour reprendre en main votre vie. Alors pour revenir sur ces 4 points que le professeur Barclay explique, hein, il peut bien évidemment y avoir des différences entre ces 4 dimensions. Donc en gros, pour résumer, une personne qui a un TDAH pourra avoir une dominance sur un des facteurs plus forts que les autres dimensions. En l'occurrence, comme je viens de vous expliquer, moi, c'était les addictions de faire tout n'importe quoi, de dépenser, etc., etc. Mais une autre personne ayant un TDAH pourrait avoir plus de problèmes dans la première dimension, qui est l'estimation du temps à juger pour faire une action. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte que chaque personne ayant un TDAH peut être tout à fait unique. C'est bien, c'est moins bien, ça c'est à vous de juger, mais en attendant, ce qui est entre guillemets très intéressant par rapport à cela, c'est qu'il faut jamais perdre de vue que oui, il y a des similitudes entre toutes les personnes ayant un TDAH, mais non, elles ne sont pas toutes les mêmes, elles ne sont pas atteintes de la même manière par rapport à ce trouble. C'est vraiment à chaque fois du cas par cas et donc c'est très intéressant de pouvoir en discuter avec une autre personne, que ce soit de manière extérieure comme par exemple avec moi ou alors avec vos amis, votre famille pour pouvoir trouver des solutions également. Et du coup, ce problème-là des 4 dimensions, ça amène notamment de la procrastination. On n'a pas la flemme qu'on pourrait dire, on n'a pas juste pas envie de le faire, c'est juste que on va ruminer, on va procrastiner mentalement de plus en plus à chaque fois sur une donnée parce qu'on a un travail, un gros travail à rendre dans 3 semaines, mais c'est tellement loin 3 semaines, on ne comprend pas vraiment, en 3 semaines, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Et bien évidemment, 2 jours, voire même la veille du gros travail à rendre, on se dit: «Mais là, c'est bon, on a le stress qui est là,
au fond de nous et on a envie de faire ce travail et bien évidemment, on va réussir généralement à le faire très bien. Il y a des fois où on peut se planter bien évidemment, mais le problème derrière cela, c'est pas qu'on réussit bien ou pas, c'est que l'on se met un stress inutile. On va créer du cortisol en soi, mais c'est quelque chose qui, en surdose dans le corps, est nocif. C'est vraiment super mauvais d'avoir trop de cortisol et donc du coup, beh, on va avoir plus d'anxiété, potentiellement des dépressions, on va être stressé, on va être nerveux, on sera pas bien dans notre peau. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, est nocif sur le long terme. Donc il faut avoir des outils pour pouvoir gérer ce problème de échéance à long terme et bien évidemment, ça, c'est des outils que je vous donne également pour pouvoir gérer et compacter cela. Mais il y a aussi un deuxième problème par rapport à ces 4 dimensions, c'est le non-respect des délais. Bah oui, le non-respect des délais. Dans 30 minutes, je me dis: «Allez, je me lève et on est parti, on va travailler». 30 minutes plus tard, je suis toujours en train de scroller, à regarder des réels, je suis toujours en train de regarder des vidéos, lire, faire plusieurs choses en même temps. Puis allez, on se dit 30 minutes plus tard, c'est bon, cette fois-ci, j'ai fait mes 30 minutes, je me laisse une petite demi-heure de plus et puis on est reparti. 30 minutes plus tard, à nouveau, c'est-à-dire 1 heure plus tard, on n'a toujours pas commencé à travailler et ça, c'est pour tout également. Le non-respect des délais, c'est quelque chose de très problématique aussi si ce n'est pas pris en charge et en tout cas qu'on ne trouve pas de solution à cela. Et enfin, il y a un troisième problème principal qui ressort, c'est, comme je l'ai expliqué un petit peu par rapport au premier, ça se rejoint tous les deux, c'est la difficulté à atteindre des objectifs à long terme. Mais il y a une petite différence. Le premier, c'est juste au niveau de l'échéance. Avec la procrastination, c'est qu'on va toujours repousser, mais au final, on peut le faire. Alors qu'ici, c'est l'atteinte d'objectifs à long terme. Donc, par exemple, je vais me lancer un projet de vie. Je vais me dire, OK, en 3 mois, je vais reprendre une forme physique incroyable. Je vais aller faire du sport, de la salle, de la course, faire du vélo. Je vais aller aussi à la piscine, etc. On va se donner à fond pendant 2, 3 semaines peut-être. Et puis, bam, d'un coup, le shutdown. Et on ne fait plus rien. Ou alors on fait très peu, trop peu par rapport à l'objectif, au projet qu'on s'était donné. Et donc, du coup, l'atteinte de ce projet, au final, va être grandement retardée, voire même dans de nombreux cas annulée avant de reprendre ce projet de zéro, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, ou alors même ne fût-ce que quelques mois, mais le problème c'est que ce sera cassé. Et ça arrive aussi sur plein de trucs, des petites choses toutes bêtes de la vie. Par exemple, comme je vous avais dit, on va se construire, je ne sais pas moi, une petite cabane, on a envie, voilà, on a trouvé les plans, on a fait le projet, et puis il faut aller acheter les matériaux, puis on voit qu'en fait il y a une rupture de stock, on va attendre un petit peu au lieu d'aller chercher autre part, et puis au final, le cerveau, il va commencer à se lasser, il voit que ça avance pas assez vite, et donc du coup, on va passer à autre chose, on aura acheté la moitié des choses, et au final, on n'aura pas fini le projet. Ou alors un projet à plus long terme, par exemple une santé physique, ou même regarder pour l'achat d'un bien qui est plus important, une maison ou une voiture, un genre de choses, ou même un projet d'art, hein, faire une peinture, enfin bref, vous m'avez compris, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement large et encore une fois qui peut toucher à tout. Donc en gros, pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est par rapport à ce fameux circuit de récompense. En général, bien évidemment, mais ça touche énormément de personnes ayant un TDAH, c'est plus la récompense est éloignée et plus ça va être difficile d'atteindre cette récompense. Parce que une récompense éloignée, c'est pas attrayant. Et ça, même un être humain n'ayant pas un TDAH, c'est aussi le cas. Sauf que pour une personne ayant un TDAH, ben, c'est beaucoup plus difficile parce que ce circuit de récompense est déjà dysfonctionnel à la base. Et il faut le réparer d'une certaine manière. On ne sera jamais vraiment réparer cela, que je sois tout à fait honnête avec vous. Mais on peut faire en sorte d'utiliser des outils qui sont très performants pour contrecarrer ce déficit. On peut améliorer certains points pour pouvoir faire en sorte que ce déficit ne soit même plus perceptible dans la vie de tous les jours. Alors il ne sera jamais vraiment parti parce qu'un TDAH, ça ne part pas. On ne se soigne pas d'un TDAH à l'heure actuelle. Peut-être que dans des années, on trouvera le remède miracle. Mais actuellement parlant, quand vous avez un TDAH, vous l'aurez toute votre vie. Et il ne faut pas désespérer, ce n'est pas grave, c'est quelque chose qui peut être très positif. Moi, pendant des années, je me suis vu comme une personne qui limite, vraiment, c'est comme j'étais un monstre, j'étais différent des autres, je comprenais pas pourquoi j'arrivais à faire des choses incroyables en très peu de temps, mais en attendant, ça me bouffait psychologiquement sur le côté, alors que les autres, ils travaillaient, ils étaient rigoureux, et cetera.
Et aussi sur des petits points, la façon de percevoir le monde, la façon de voir les choses, qui fera l'objet d'une autre vidéo qui sera super intéressante, vous allez voir. C'est vraiment très, très, très satisfaisant d'avoir ces choses-là et quand vous vous en rendez compte, en fait, vous ne percevez plus comme une personne qui limite n'est pas humaine, qui vient d'une autre planète. C'est vraiment ça, qui n'est pas un monstre. Vous êtes un être humain, mais qui fonctionne d'une manière différente. Vous n'êtes pas mieux, vous n'êtes pas moins bien, mais vous avez des capacités qui, dans la société actuelle, peuvent faire énormément de choses positives pour améliorer cela et même pour améliorer juste votre vie privée. Mais en contrepartie, l'échec est plus grand si vous ne prenez pas en compte cela. C'est une balance qui est moins bien réglée. On est moins sur quelque chose qui va varier un petit peu à gauche, à droite, plus ou moins bien. Nous, c'est vraiment comme ceci. C'est comme ça que la balance se fait. Soit on va vraiment mettre toute notre pierre dans du positif à fond pour être super bon, soit on va se laisser couler par le poids qui va nous attirer vers le fond. Mais vous inquiétez pas, c'est super simple. Et bien évidemment, pour contrecarrer tout cela, il y a plusieurs solutions. Je vous en cite déjà quelques-unes. C'est déjà premièrement de choisir ses projets. Avant de vous dire: «Oh, je vais faire ça, 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 ça», avec l'impulsivité, comme je vous ai déjà expliqué, vous allez vous poser, vous allez prendre une petite feuille, comme ça, vous allez noter votre projet. Vous mettez par exemple une échéance de 15 minutes. C'est pas d'un coup, c'est: «Oh, wow, wow, ok, j'ai ce projet-là en tête, 15 minutes. Pendant 15 minutes, je me pose, je réfléchis. Est-ce que c'est vraiment bien à l'heure actuelle pour moi? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de positif? Est-ce que ça va pas potentiellement apporter du positif, mais en contrepartie, apporter plus de négatif que de positif? Parce que oui, ce n'est pas très intéressant sinon. Donc par exemple, une dépense trop grande, ou alors que ça va bouffer du temps et en fait vous avez déjà d'autres choses sur le feu à côté. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc c'est vraiment bien choisir ses projets. Ensuite, c'est rapprocher la récompense. Donc en gros, si vous avez une échéance, par exemple, on vous donne un gros travail, et 3 semaines, c'est loin, 3 semaines, c'est très loin. Toutes les personnes qui ont ça le savent, c'est très loin 3 semaines. Même 2 jours, même parfois une journée, on se dit: «Oh, c'est bon, on va faire autre chose, là, ça ne va pas». Je suis le premier concerné. Mais vous pouvez fractionner cela. Qu'est-ce que j'entends par fractionner? C'est si vous avez un travail de 3 semaines que vous allez devoir rendre, eh bien, tous les 2 jours, par exemple, vous allez vous mettre une mini récompense. Donc en fait, vous allez me dire: «C'est pas facile à mettre en place». Oui et non. Tout seul, effectivement, c'est plus complexe, mais avec un accompagnement, on va pouvoir fractionner correctement différentes étapes pour pouvoir trouver des solutions à beaucoup plus court terme que 3 semaines et avoir plein de mini récompenses. Ce qui est génial avec cette solution-là, c'est que en fait, au final, vous avez plein de récompenses tout le temps et en plus de ça, vous avez la grosse récompense finale. Donc en fait, pour le même travail, la même échéance, vous allez avoir beaucoup plus de positifs et ça, c'est incroyable. Je peux vous assurer que c'est un peu game breaker. Ça casse le jeu. Votre cerveau, il est retourné. Pour lui, il n'y a rien qu'à changer, mais au final, en fait, dans votre vie, vous êtes beaucoup plus satisfait de votre travail et de vos rendements. Donc, pour finir l'exemple, un travail de 3 semaines, eh bien, au bout de 2 jours, je me dis: «OK, en 2 jours, j'ai fait mon premier chapitre. Si j'ai 7 chapitres à faire, je vais faire ça. En 2 jours, j'ai fait un chapitre», et cetera, et cetera. Si c'est trop long, 2 jours pour vous, que c'est encore trop loin, OK, je vais faire ça en une journée ou alors en 6 heures ou alors même en 1 heure, il faut que je me sois permis d'étudier au moins cette partie-là ou alors que j'ai au moins complété cette facture ou alors que j'ai pris rendez-vous chez le dentiste et que j'ai appelé telle personne. Ça peut s'appliquer à n'importe quel exemple de la vie. Vous voyez? C'est vraiment des fractions avec des sous-fractions et des sous-sous-fractions, et cetera, et cetera. Ça peut paraître difficile de mettre en tête, mais vraiment, ça libère énormément d'espace cérébral, comme je l'appelle, pour pouvoir souffler et d'une certaine manière, c'est paradoxal, mais vider votre tête. Elle ne sera pas plus lourde ou moins lourde, c'est juste que comme vous avez mis plein de petits casiers, vous allez bien tout ranger, tout compacter, sans avoir un surrangement, parce que si vous avez une armoire avec 100 portes et que vous n'utilisez que 4, vous allez être perdu, vous allez devoir chercher vos portes. Donc c'est vraiment bien trouver les choses. Et donc du coup, ça rejoint la troisième solution pour moi, c'est la fractionner jusqu'à ne plus être stressé. Parce que le stress, comme je vous ai expliqué plus tôt dans la vidéo, c'est quelque chose de très important. Ça peut vraiment vous stopper sur n'importe quoi. Le stress, c'est quand même un mécanisme de survie à la base qui permet de gérer une situation qui est problématique, quelque chose de négatif pour résumer. Et si vous avez trop de stress, ça ne va pas vous aider, ça va vous bloquer, ça va vous empêcher d'amener la chose à maturation, en tout cas le sujet que vous êtes en train de faire, de manière vraiment concrète et surtout bien faite. Mais un minimum de stress n'est pas grave non plus. Attention, il ne faut pas être en mode ça va cool, chill. Non,
un minimum de stress permet aussi d'activer, d'être motivé. Ça, il faut bien faire la distinction entre les deux. Ensuite, une autre solution, c'est fixer un objectif de durée. Donc, si vous avez du mal à vous mettre des limites avec, OK, ici, moi j'ai envie de faire ce chapitre-là pour aujourd'hui. Je me donne une durée de temps où ça, c'est pas forcément intéressant, mais moi, je veux avoir fait ce chapitre aujourd'hui. Ça peut être très flou pour certaines personnes. Moi, personnellement, ça va. Je préfère faire comme ça que de me mettre une limite de temps. Par contre, quand je suis plus fatigué, j'ai besoin d'une durée en objectif et plus de me dire je vais faire un chapitre, je vais faire une section, etc., etc. Et ça, pour certaines personnes, c'est très important avec le TDAH. C'est que la première solution que je vous ai donnée, ça fonctionne pas du tout, mais par contre, celle-ci, c'est fixer une limite de temps, ça c'est génial. Donc, vous en fichez un petit peu d'arriver à la moitié de la section, ou d'arriver au chapitre, etc. C'est pas trop grave, mais ce il vous faut, c'est de vous dire, ok, pendant une demi-heure, je fais ça, mais je ne fais que ça. Et là, vous avancez pendant une demi-heure, vous avez fait 2, 3 pages, vous avez fait telle activité, vous avez avancé dans votre projet professionnel, enfin bref, vous avez vraiment avancé dans ce que vous vouliez faire. Une demi-heure, peu importe où vous arrivez, vous avez fait une demi-heure. Donc ça fonctionne aussi. C'est très simple, il y a des petits appareils qui sont géniaux. En gros, c'est un petit minuteur, sauf que ce minuteur, il est différent d'un téléphone, un machin ou autre. C'est qu'il y a une couleur et ça, vous le mettez devant vous et en fait, c'est très visuel et vous voyez le temps passer. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui fait comprendre directement à votre cerveau, j'en suis là, ok, j'ai mis une demi-heure, là, je suis déjà à 15 minutes et en plus, la petite barre rouge, eh bien, elle se voit et donc je vois que je suis déjà à la moitié. J'ai déjà fait la moitié, donc c'est incroyable, rien que ça. Le cerveau, il se dit, purée, j'ai avancé à ce point-là, quoi. C'est vraiment incroyable. Ensuite, l'autre solution, c'est s'octroyer des mini-récompenses en cours de tâche. Donc, si je veux travailler pendant une heure, ok, bien je travaille. Puis, après une demi-heure, micro-récompense, je sais pas, je me suis préparé un petit jus à côté, un petit iced tea, moi j'adore les iced tea pêche. Eh bien, je me bois quelques gorgées, hop, à 30 minutes, comme ça me fait un petit truc, une petite récompense directe, sucrée en plus, ça, ce que TH adore. Donc, attention encore une fois de ne pas abuser de cela, ou alors je vais 5 minutes d'heure pour m'aérer, etc. Ou je m'écoute une petite musique de 2 minutes. Bref, vraiment, vous trouvez des micro-récompenses. Et enfin, ça, c'est, entre guillemets, le plus dur pour beaucoup de personnes ayant TDAH, et pourtant c'est vraiment génial aussi une fois que vous y arrivez, c'est savoir ce qui est réellement important pour nous. Qu'est-ce qui est important maintenant pour vous? Je vous donne des solutions plus poussées par rapport à ces différentes importances. On travaille vraiment sur savoir ce qu'il vous faut ou ce qu'il ne vous faut pas à court, moyen et long terme. Mais c'est de comprendre un petit peu, ok, est-ce que c'est réellement important pour moi maintenant de compléter mes factures? Est-ce que j'arrive à l'échéance? Ou alors est-ce que j'ai déjà un rappel de ces factures-là? Est-ce que mon travail qui rentre dans 3 semaines, ici je suis qu'au 2e jour des 3 semaines, est-ce que c'est réellement important que je me focalise à fond là-dessus maintenant? Est-ce que j'ai pas plus important sur le côté? Parce que oui, un gros travail, c'est important, mais est-ce que dans l'immédiat, ça l'est? Et ça, vous voyez, c'est très complexe parce qu'en fait, on a l'impression que tout est important et à la fois rien ne l'est. Et donc du coup, on est perdu, on ne sait pas par où commencer. Et là, vous voyez, bam, le coup de barre revient, la procrastination survient à nouveau et c'est là qu'on est à nouveau complètement perdu. Mais ça, encore une fois que c'est mis en place, eh bien, vous vous sentez soulagé, vous savez exactement ce qu'il vous faut maintenant et ce qu'il ne vous faut pas à l'instant. Ou alors ce qu'il vous faut plus loin et qu'on aura déjà mis en place des situations pour mieux comprendre, mieux faire comprendre à votre cerveau que 3 semaines, c'est loin, mais attention, c'est pas non plus super loin. Là, comme ça, vous avez une jauge qui est aussi beaucoup plus simple à visualiser. Au final, être TDAH, c'est pas complexe, mais en même temps, c'est pas simple. Encore une fois, c'est un paradoxe, comme il y en a plein que le TDAH, mais ce n'est pas insurmontable. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.